Allemagne, mai 1945. La guerre se terminait, mais la fin venait juste de commencer. Dans un village bombardé près de l'Elbe, une jeune femme nommée Margaret Fischer s'agenouillait dans les décombres de ce qui avait été la boulangerie de sa famille, cherchant du grain entre les briques brisées. Ses mains tremblaient, non pas de froid, mais de faiblesse. Elle pesait 78 livres. Lorsque la Jeep américaine entra sur la place, la poussière s'élevant derrière elle comme un rideau, elle ne s'attendait à rien. La libération signifiait le chaos. La liberté signifiait la famine. Mais alors un sergent descendit, la regarda longuement et dit 3 mots qui allaient tout changer. Le printemps de 1945 arriva en Allemagne sans pitié. Les champs gisaient en friche, les villes fumaient, et les routes se remplissaient de millions d'âmes déplacées, se déplaçant dans toutes les directions à la fois. Des soldats se rendant, des réfugiés fuyant, des survivants cherchant. Dans ce chaos, la faim devint le nouvel ennemi, plus impitoyable que n'importe quelle armée. Margaret Fischer avait 23 ans. Avant la guerre, elle avait été institutrice dans la petite ville de Torgau, à 40 miles au nord-est de Leipzig. Son père avait dirigé la boulangerie de la ville pendant 30 ans. Sa mère avait donné des leçons de piano dans leur salon donnant sur l'Elbe. Son jeune frère Klaus avait été enrôlé en 1943 et était mort à Stalingrad. La famille ne s'en était jamais remise. En avril 1945, Torgau était devenue une ville fantôme. La boulangerie avait été réquisitionnée par la Wehrmacht en 1944, puis bombardée par les avions alliés en février 1945. Son père était mort d'une crise cardiaque dans la cave pendant le raid. Sa mère avait simplement cessé de manger, s'éteignant en mars comme une photographie laissée au soleil. Margaret se retrouva seule dans une ville qui n'existait plus, entourée de décombres et du son constant de l'artillerie se rapprochant. Les Américains arrivèrent le 25 avril. Elle se souvenait de la date parce que c'était l'anniversaire de sa mère. Les combats furent brefs. Les défenseurs allemands restants, principalement des vieillards et des garçons, se rendirent en quelques heures. Puis vint l'occupation. Des jeeps roulaient dans des rues bordées de bâtiments brisés. Les soldats installèrent des points de contrôle. La police militaire commença à enregistrer les civils. Margaret s'était cachée dans la cave de la boulangerie pendant 3 jours après l'arrivée des Américains. Non pas par peur de la violence, mais par épuisement. Elle n'avait plus rien. Pas de famille, pas de maison, pas de nourriture. Les murs de la cave sentaient encore la farine et la levure, des parfums fantômes d'une autre vie. Elle survécut avec de l'eau de pluie collectée dans un seau en fer blanc et 3 pommes de terre qu'elle avait enterrées dans la cendre. Le 4e jour, elle monta les escaliers de la cave. La lumière du soleil l'aveugla. La place était méconnaissable. Les décombres avaient été poussés sur les côtés. Des camions américains bordaient la rue. Les soldats se déplaçaient avec détermination, installant des tentes, déchargeant des fournitures. Le son de leur voix, étrangère et aiguë, remplissait l'air. Elle se tenait là, vacillant légèrement. Sa robe pendait sur elle comme du tissu sur du fil de fer. Ses cheveux, autrefois épais et foncés, étaient devenus cassons. Son reflet dans une fenêtre brisée montrait une étrangère, aux yeux creux et grises. C'est alors qu'elle le vit. Le sergent William James Barker, de la 69e division d'infanterie, 3e armée, 31 ans, d'une petite ferme près de Tulsa, Oklahoma. Il avait débarqué à Utah Beach 11 mois plus tôt, et s'était battu à travers la France, à travers les Ardennes, à travers le Rhin. Il avait vu des villes comme celle-ci auparavant, des dizaines d'entre elles, bombardées, brûlées, vidées de vie. Mais quelque chose chez la femme, sur la place, l'arrêta. Elle était agenouillée dans les décombres, creusant de ses mains nues, non pas frénétiquement, mais méthodiquement, comme si elle accomplissait un rituel. Ses mouvements étaient lents, prudents. Il l'observa pendant 1 minute entière avant de s'approcher. « Que cherchez-vous » demanda-t-il en anglais. Elle leva les yeux. Ses yeux étaient bleu pâle, saisissant dans son visage maigre. Elle ne comprenait pas les mots, mais elle comprenait le ton. Elle brandit une poignée de poussière et de grains mélangés, la lui montra, puis la laissa tomber entre ses doigts. William comprit. Il avait grandi dans une ferme pendant le Dust Bowl. Il savait à quoi ressemblait la faim. La vraie faim. Le genre qui transforme les gens en fantômes. Il plongea la main dans sa veste et sortit une barre de chocolat de ration D. Équipement standard. 4 onces de chocolat compressé, d'avoine et de lait en poudre écrémé. Les soldats se plaignaient que cela avait le goût de terre. Il la lui tendit. Margaret fixa le chocolat. Elle n'avait pas vu de vraie nourriture depuis des semaines. Ses mains restèrent à ses côtés. C'était un piège. Ça devait l'être. La propagande allemande avait passé des années à leur dire que les Américains étaient des sauvages, que l'occupation signifierait brutalité et vol. Pourquoi un soldat lui donnerait-il de la nourriture ? William s'approcha, s'agenouilla à côté d'elle dans les décombres. Il déballa le chocolat, en cassa un morceau et le mangea lui-même. « Vous voyez, dit-il, sans danger. » Puis il tendit le reste. Sa main bougea sans pensée consciente. Elle prit le chocolat. Il semblait lourd, substantiel, réel. Elle le porta à sa bouche. Le premier goût lui fit fermer les yeux. Douceur, richesse, calories. Son corps s'éveilla avec une faim désespérée. Elle se força à mâcher lentement. Mais ses mains tremblaient si fort qu'elle faillit le laisser tomber. William le regarda manger. Il avait 2 autres rations dans son sac. Il les lui donna toutes les 2. Puis il se leva, dit quelque chose en anglais qu'elle ne comprit pas,
et retourna à sa Jeep. Elle le regarda partir, tenant toujours l'emballage, ne croyant pas vraiment ce qui s'était passé. Ce soir-là, dans la tente-messe temporaire, William raconta à son ami, le caporal Daniel Reeves, l'histoire de la femme sur la place. Danny avait grandi à Brooklyn, rejoint l'armée en 1942, survécu à la Normandie et aux Ardennes. Il était cynique sur la plupart des choses, mais pratique sur la survie. « Tu lui as donné tes rations », dit Danny. « Ce n'était pas une question. Elle mourait de faim », dit simplement William. « Ils meurent tous de faim. Tu ne peux pas nourrir tout le pays. » Je sais, mais William ne pouvait s'empêcher de penser à elle. Quelque chose dans ses yeux. Pas seulement la faim, la dignité. Elle avait été quelqu'un, avant que la guerre ne la détruise. Il pouvait le voir dans sa façon de bouger. La façon dont elle s'était agenouillée dans ses décombres, cherchant du grain comme un archéologue cherchant des artefacts. Le lendemain matin, il retourna sur la place. Elle était là encore, au même endroit, creusant dans les mêmes décombres. Il apporta plus de rations. Cette fois, elle n'hésita pas. Elle les prit et mangea pendant qu'il regardait. Il essaya de lui parler en anglais, lent, mais elle secoua seulement la tête. Un interprète local finit par aider. Un vieil homme allemand qui parlait en anglais approximatif. Par son intermédiaire, William apprit son nom. Margaret, institutrice, famille morte, seule. L'interprète, dont le nom était R. Schmidt, expliqua la situation. Des milliers de civils allemands n'avaient pas de nourriture, pas d'abri, aucun moyen de survie. Les forces d'occupation fournissaient des rations de base dans des centres de distribution, mais les fournitures étaient limitées et le chaos régnait. Les gens passaient entre les mailles du filet. Margaret était l'une d'entre eux. William prit une décision qui lui aurait valu une cour martiale si son officier commandant l'avait su. Il commença à apporter de la nourriture à Margaret tous les jours, pas seulement des rations, de la vraie nourriture du mess de l'armée, du pain, des œufs, parfois de la soupe dans un thermos. Il la trouvait sur la place, s'asseyait avec elle pendant qu'elle mangeait, puis partait. Elle commença à prendre du poids lentement. Ses joues se remplirent légèrement. La couleur revint sur son visage. Mais plus que la récupération physique, quelque chose d'autre se passait. Elle commença à faire confiance. À la 3e semaine de mai, elle était assez forte pour marcher plus que quelques pâtés de maison. William, lors d'un rare après-midi de congé, lui montra où le dépôt d'approvisionnement américain avait été installé. Il la présenta aux travailleurs de la Croix-Rouge distribuant l'aide. Il s'assura qu'elle était enregistrée pour les rations. Il fit tout cela sans fanfare, sans rien attendre en retour. Un soir, après l'avoir accompagnée à la cave où elle vivait encore, elle lui parla en anglais, hésitant. L'interprète lui avait enseigné des phrases de base. « Pourquoi ?» demanda-t-elle. « Pourquoi m'aider ?» William resta silencieux pendant un long moment. Le soleil se couchait derrière les ruines de la ville, peignant tout en or et en ombre. Il pensa à sa ferme en Oklahoma, à la cuisine de sa mère, à la façon dont elle nourrissait quiconque se présentait à leur porte pendant la dépression. Vagabonds, errants, voisins qui avaient tout perdu. Son père se plaignait de gaspiller de la nourriture, mais sa mère ne s'arrêtait jamais. « Parce que vous aviez besoin d'aide », dit-il finalement. C'était la réponse la plus simple, la plus vraie. Mais pour Margaret, qui avait passé des années dans un pays qui valorisait la force au-dessus de la compassion, cette réponse était révolutionnaire. Juin arriva avec une chaleur inattendue. L'occupation s'installa dans la routine. Les civils allemands commencèrent à reconstruire. Les soldats américains attendaient des ordres de redéploiement. La guerre en Europe était terminée, mais la guerre dans le Pacifique continuait. Et tout le monde savait ce que cela signifiait. L'unité de William reçut un avis qu'il serait expédié en France, puis peut-être vers le théâtre du Pacifique. Il lui restait 3 semaines, à Torgau. Il passa presque chaque heure libre avec Margaret. Leur relation était indéfinie. Pas tout à fait une amitié, pas tout à fait une romance, quelque chose de plus profond et d'étrange. Elle apprenait l'anglais rapidement, et son allemand s'améliorait. Il s'asseyait sur la place, maintenant partiellement débarrassé des décombres, et parlait pendant des heures. Elle lui parla d'enseigner aux enfants, de sa famille, de l'effondrement lent de tout ce qu'elle avait connu. Il lui parla de l'Oklahoma, de la culture du blé et du coton, des orages qui roulaient à travers les plaines comme des trains de marchandises. Elle lui demanda une fois s'il avait tué quelqu'un. C'était une question directe, surprenante dans son honnêteté. « Oui », dit-il. Il n'élabora pas. Le poids de ce oui planait entre eux. « Es-tu désolé ?» demanda-t-elle. « D'avoir arrêté les gens qui t'ont fait ça ?» Il fit un geste vers la ville en ruine. « Non, d'avoir dû le faire. »« Oui ?» Elle comprit la distinction. La guerre avait forcé tout le monde dans des positions impossibles. La clarté morale était un luxe qu'aucun camp ne pouvait se permettre. Un après-midi, à la mi-juin, quelque chose bascula. William trouva Margaret aux ruines de la boulangerie. Elle était assise sur ce qui avait été la marche d'entrée, fixant le vide. Lorsqu'il s'approcha, il vit des larmes sur son visage. Pas de pleurs, juste des larmes, comme si son corps libérait enfin des années de chagrin retenu. Il s'assit à côté d'elle, ne parla pas, s'assit simplement. Après un long moment, elle dit dans un anglais calme « Je n'ai rien, pas de famille, pas de maison. Quand tu partiras, je n'aurai à nouveau rien. » Les mots le frappèrent plus fort qu'il ne s'y attendait. Il avait essayé de ne pas penser à partir, à ce qui lui arriverait. L'occupation continuerait, mais les soldats individuels étaient en rotation. Il serait parti, et elle serait à nouveau seule dans cette ville détruite. Il se tourna vers elle. La lumière du soir faisait paraître tout doux,
irréel. « Viens avec moi, dit-il. Elle le regarda, ne comprenant pas. « Quand je partirai, viens avec moi en Amérique. » C'était une suggestion insensée. Il y avait des règlements, des lois, des protocoles militaires. Les ressortissants ennemis ne pouvaient pas simplement immigrer. La fraternisation était officiellement découragée. Le mariage entre soldats occupants et civils allemands était compliqué, difficile, parfois impossible. Mais William était sérieux. Complètement sérieux. « Comment ?» demanda-t-elle. « Je ne sais pas encore. » Mais je trouverai un moyen. Au cours de la semaine suivante, William explora toutes les voies possibles. Il parla à l'aumônier, aux officiers, aux responsables de la Croix-Rouge. La réponse était toujours la même. Possible, mais difficile. Il y avait des procédures, des demandes, des vérifications d'antécédents. Cela pourrait prendre des mois, peut-être des années. Et surtout, le mariage était requis. Il lui demanda en mariage le 20 juin 1945, dans les ruines de la boulangerie de sa famille. Pas de bague, pas de discours élaboré, juste une simple question. « Margaret, veux-tu m'épouser et venir en Oklahoma ?» Elle dit oui avant qu'il ne finisse la phrase. Le mariage fut organisé rapidement par l'aumônier militaire. L'aumônier Robert Morrison, originaire du Michigan, avait célébré des dizaines de tels mariages. Il comprenait que l'amour fleurissait dans des endroits étranges pendant la guerre, que parfois la survie et l'affection devenaient inséparables. La cérémonie eut lieu le 27 juin dans une petite église non endommagée à la périphérie de Torgo. Margaret portait une robe fournie par des volontaires de la Croix-Rouge. William portait son uniforme de cérémonie. Les témoins étaient le caporal Danny Reeves et Herr Schmidt, l'interprète qui avait facilité leur première vraie conversation. L'aumônier parla en anglais, puis en allemand, puis à nouveau en anglais. « Voulez-vous, William James Barker, prendre cette femme ? Voulez-vous, Margaret Fisher, prendre cet homme ?» Ils le firent. Ils prononcèrent les mots. Ils signèrent les papiers. Après la cérémonie, William prit les deux mains de Margaret dans les siennes. Son visage était sérieux, intense. « Tu es à moi maintenant », dit-il en anglais. Herr Schmidt traduisit. La phrase en allemand sonnait différemment. Protectrice plutôt que possessive. « Du gehörst jetzt zu mir » »« Tu m'appartiens maintenant ». Non pas comme une propriété, mais comme une famille. Comme quelqu'un dont il faut prendre soin, protéger, ramener à la maison. Margaret comprit. Elle était sa responsabilité maintenant. Et il était la sienne. Dans un monde qui s'était effondré, ils construisaient quelque chose ensemble. La paperasse commença immédiatement. La bureaucratie militaire avançait avec une lenteur glaciale, mais l'aumônier et plusieurs officiers sympathiques accélérèrent ce qu'ils pouvaient. Margaret fut officiellement enregistrée comme l'épouse d'un militaire américain. Elle reçut des papiers temporaires. Une demande de visa fut soumise. Les rouages de l'immigration, lents et grinçants, commencèrent à tourner. L'unité de William reçut l'ordre de partir début juillet. Il quitterait Torgau, se dirigerait vers la France, puis vers la maison. Margaret ne pouvait pas encore partir avec lui, pas immédiatement. Le processus de visa prendrait des mois. Elle devrait attendre en Allemagne, seule, à nouveau. Mais cette fois avec des papiers, avec un statut, avec un avenir. Leur dernière nuit ensemble, ils s'assirent sur la place où ils s'étaient rencontrés pour la première fois. L'air d'été était chaud. Quelque part au loin, quelqu'un jouait de l'accordéon. La reconstruction avait progressé. Certains bâtiments avaient été partiellement réparés. La vie revenait lentement, douloureusement, mais indéniablement. « Je t'enverrai chercher », dit William. « Dès que les papiers seront clairs, dès que tu pourras voyager, je t'enverrai chercher. J'attendrai », dit Margaret. Son anglais s'était considérablement amélioré. Elle parlait maintenant en phrases complètes, avec seulement un léger accent. « Promets-moi que tu mangeras », dit-il. « Promets-moi que tu resteras forte. » Elle sourit. C'était le premier vrai sourire qu'il avait vu d'elle. « Je promets. » Il lui donna tout ce qu'il pouvait avant de partir. De l'argent, des adresses, des coordonnées de responsables de la Croix-Rouge et d'administrateurs militaires qui pouvaient l'aider. Il rédigea des instructions détaillées, en anglais et en allemand. Il s'assura qu'elle avait des provisions alimentaires, des cartes de rationnement, un endroit où rester dans une pension partiellement réparée. Le matin où son unité partit, il la trouva attendant près du point de rassemblement du convoi. Elle portait la même robe de leur mariage. Ses cheveux étaient épinglés en arrière. Elle avait l'air plus forte maintenant, en meilleure santé, mais ses yeux étaient effrayés. Ils avaient 90 secondes. C'était tout le temps que son sergent permettrait. William tint son visage dans ses mains, la regarda comme s'il mémorisait chaque détail. « Je t'aime », dit-il. Il ne l'avait jamais dit auparavant. Les mots semblaient énormes. Elle répondit « Je t'aime ». Puis, il était dans le camion. Le convoi se déplaçait. Elle se tenait sur la route, une main levée, le regardant disparaître dans la poussière et la distance. L'été 1945 devint automne. L'automne devint hiver. La guerre dans le Pacifique se termina par le feu atomique sur le Japon. Les soldats commencèrent à rentrer chez eux par millions. Mais Margaret resta en Allemagne à attendre. Le processus de visa était un cauchemar bureaucratique. Formulaire perdu, entretien reprogrammé, vérification d'antécédents retardés. Son statut de ressortissante allemande, même en tant qu'épouse d'un soldat américain, signifiait un examen minutieux. Chaque détail de sa vie fut enquêté. L'adhésion de son père à la guilde commerciale locale fut questionnée. Avait-il soutenu le parti nazi ? La réponse était compliquée. Comme la plupart des Allemands,
Il avait fait des compromis pour survivre. Il avait payé des cotisations, assisté à des réunions, jamais avec enthousiasme. Mais la conformité et l'enthousiasme semblaient identiques sur le papier. Margaret vivait dans la pension que William avait organisée. Elle travaillait pour l'administration d'occupation américaine comme traductrice et employée de bureau. Son anglais continuait de s'améliorer. Elle écrivait à William chaque semaine. De longues lettres décrivant ses journées, ses progrès avec la paperasse, ses rêves d'Oklahoma. Ces lettres revenaient irrégulièrement. Le courrier d'Amérique était lent, imprévisible. Mais quand ces lettres arrivaient, elle les lisait des dizaines de fois, mémorisant chaque mot. Il décrivait la ferme de sa famille, les champs de blé s'étendant à l'horizon, les routes de terre rouge, la cuisine de sa mère avec son poêle à bois et ses rideaux Vichy. Son père sceptique, mais prêt à la rencontrer. Sa sœur cadette, excitée d'avoir une nouvelle belle-sœur. Il envoyait des photographies. La ferme blanche avec un porche tout autour. La grange massive et rouge. Les champs de blé sous un ciel infini. Elle gardait les photographies dans une boîte en fer blanc sous son lit et les sortait la nuit, étudiant ce paysage étranger qui était censé devenir son foyer. L'hiver à Torgo était brutal. Le carburant était rare, la nourriture restait rationnée, mais Margaret survivait. Elle était plus forte maintenant. La fille qui s'était agenouillée dans les décombres à chercher du grain avait disparu. À sa place se trouvait une femme qui avait appris à naviguer dans la bureaucratie d'occupation, qui pouvait négocier avec les officiels américains et soviétiques qui refusaient d'abandonner. La ville se reconstruisait lentement. Certains magasins rouvrirent. Les familles revinrent. La vie, hésitante et fragile, reprit. Mais la guerre froide commençait. Les soviétiques et les américains, alliés en guerre, devenaient adversaires en paix. Torgo se trouvait près de la ligne de démarcation de l'Elbe. Les tensions montèrent. Les contrôles frontaliers se resserrèrent. En février 1946, 9 mois après le départ de William, Margaret reçut la lettre qu'elle attendait. Son visa était approuvé. Elle pouvait émigrer aux États-Unis. Les arrangements de voyage seraient faits par les canaux militaires. Elle voyagerait en train jusqu'à Bremerhaven, puis par bateau jusqu'à New York, puis en train jusqu'en Oklahoma. Elle pleura quand elle lut la lettre. Pas des larmes délicates, mais de profonds sanglots tremblants de soulagement et de terreur. Elle partait. Enfin. Mais partir signifiait abandonner tout ce qui restait de son ancienne vie. La langue, la culture, le paysage, même les ruines de la boulangerie familiale. Elle visita la boulangerie une dernière fois, la veille de son départ. Le printemps arrivait tôt. Les premières fleurs perçaient à travers les décombres. Elle s'agenouilla là où elle s'était agenouillée le jour où William l'avait trouvée. Le jour où il lui avait donné du chocolat, et sans le savoir lui avait donné un avenir. Elle posa sa main sur les briques cassées. « Au revoir papa. Au revoir maman. Au revoir Klaus. Je vais en Amérique maintenant. Je vais vivre. » Mars 1946. Le navire traversa l'Atlantique en 12 jours. Margaret fut malade pendant la majeure partie du voyage, mais cela lui était égal. Elle se dirigeait vers quelque chose au lieu de fuir. Vers William, vers l'Oklahoma, vers une vie qui avait semblé impossible un an auparavant. Le port de New York apparut à travers le brouillard matinal. La statue de la liberté se dressa comme une promesse. Ellis Island la traite avec une efficacité bureaucratique. Elle était légale, documentée. Madame William Barker, résidente permanente, en route pour l'Oklahoma. Le train de New York à Tulsa prit 3 jours. Elle regarda l'Amérique défiler devant les fenêtres. Villes, terres agricoles, montagnes, plaines. Tout était grand. Plus grand qu'elle ne l'avait imaginé. Le ciel s'étendait plus large que n'importe quel ciel en Allemagne. Les champs continuaient à l'infini. William la rencontra à la gare de Tulsa le 15 mars 1946, 10 mois depuis qu'il s'était dit au revoir. Il avait l'air différent, vêtements civils au lieu d'uniforme, plus mince, plus âgé. Mais quand il la vit descendre du train, son visage se fendit d'un sourire qui le faisait paraître 20 ans. Ils restèrent sur le quai un long moment, se regardant simplement, confirmant que l'autre était réel. Puis il traversa l'espace entre eux et l'attira dans ses bras. « Tu as réussi », murmura-t-il. « Tu as vraiment réussi. » « J'ai promis que j'attendrai, dit-elle. « J'ai promis que je resterai forte. » Le trajet jusqu'à la ferme prit 1 heure. Route de terre couleur rouille. Champs de blé d'hiver commençant tout juste à verdir. Le ciel était immense, sans nuages, d'un bleu brûlant. Margaret n'avait jamais vu autant d'espace ouvert. La ferme ressemblait exactement aux photographies. Bardage blanc, porche tout autour, fleurs plantées le long du devant, pas encore en fleurs. La mère de William, Sarah Barker, attendait sur le porche. 60 ans, cheveux gris tirés en arrière, tablier poussiéreux de farine. Elle regarda Margaret avec l'évaluation pratique d'une fermière, puis sourit. « Bienvenue à la maison », dit Sarah. « À la maison ». Le mot semblait étranger et parfait. Le père de William, James Barker, était plus réservé. Il hocha la tête vers Margaret, lui serra la main, dit « Madame ». Son scepticisme était visible, mais pas hostile. C'était une Allemande, ancienne ennemie, maintenant belle-fille. Il aurait besoin de temps. La sœur de William, Alice, 17 ans, était fascinée. Elle n'avait jamais rencontré personne d'Europe. Elle bombarda Margaret de questions sur l'Allemagne, sur la guerre, sur tout. Margaret répondit prudemment. «
traduisant son trauma en mots qu'une adolescente pouvait comprendre. Ce premier soir, Sarah prépara un repas. Poulet frites, purée de pommes de terre, haricots verts, pain de maïs. Margaret s'assit à table, entourée de la famille de William, et se sentit submergée. Pas par la peur, mais par l'abondance. Il y avait tant de nourriture, tant d'espace, tant de sécurité. William tendit la main et prit la sienne sous la table. « Ça va ?» demanda-t-il doucement. « Oui, dit-elle. « Oui, ça va. » Mais tard cette nuit-là, dans la chambre qui allait devenir la leur, elle pleura. William la tint pendant qu'elle sanglotait. Non de tristesse, mais de libération. Du poids de tout ce qu'elle avait survécu se soulevant enfin. La première année fut difficile. Plus difficile que Margaret ne l'avait prévu. La langue était une barrière. L'anglais d'Oklahoma était différent de l'anglais militaire qu'elle avait appris. L'accent la déconcertait. Les traînements, les expressions familières, des phrases qui n'avaient aucun sens littéral, la culture était une autre barrière. Les Américains étaient bruyants, amicaux, informels d'une manière qui choquait sa sensibilité allemande. Les voisins passaient sans prévenir. Les gens posaient des questions personnelles. Le concept d'espace personnel existait à peine. Mais la partie la plus difficile était la méfiance. C'était 1946. La guerre était finie, mais les blessures étaient fraîches. Les Américains avaient perdu des fils en Europe. Le sentiment anti-allemand restait fort. Quand les gens en ville apprirent que William avait épousé une Allemande, les réactions allèrent de la curiosité à l'hostilité. Une femme au magasin de fourrage refusa de la servir, la traita de nazie. Margaret resta figée tandis que le visage de William se durcissait. Sa mère, qui les accompagnait, s'interposa entre eux. « C'est ma belle-fille », dit Sarah calmement. « Elle fait partie de la famille. Vous la traiterez avec respect ou nous irons faire nos affaires ailleurs. » Ils partirent. Mais l'incident secoua Margaret. Elle demanda à William ce soir-là s'il regrettait de l'avoir amené ici. « Jamais », dit-il avec ferveur. Pas une seule seconde. Mais la méfiance continua. Les gens chuchotaient. Certains voisins étaient gentils, d'autres froids. Le pasteur local rendit visite et posa des questions pointues sur sa foi, sa politique, son passé. Le père de William resta distant, poli mais jamais chaleureux. Margaret se jeta dans le fait de devenir américaine. Elle étudia l'anglais pendant des heures chaque jour. Elle apprit à cuisiner la nourriture du Sud. Elle assistait à l'église chaque dimanche, même si les offices semblaient étranges et émotionnels comparés aux traditions luthériennes austères dans lesquelles elle avait grandi. Elle se porta volontaire pour les événements communautaires. Elle essaya désespérément de s'intégrer. Sarah devint son alliée. La mère de William avait survécu à la dépression, avait nourri des étrangers, avait appris que la survie nécessitait la compassion. Elle enseigna à Margaret comment mettre les légumes en conserve, comment faire des biscuits, comment parler avec un accent d'Oklahoma qui cacherait ses origines allemandes. « Pourquoi m'aidez-vous » demanda Margaret en après-midi alors qu'elles écossaient des pois sur le porche. Sarah resta silencieuse un moment. « Parce que tu es la femme de mon fils. Parce que tu le rends heureux. Parce que la guerre est finie et garder rancune ne ramènera pas les morts. » Elle marqua une pause. « Et parce que je vois à quel point tu essaies. En été, Margaret était enceinte. La nouvelle transforma quelque chose dans la famille. James Barker, réservé et sceptique, devint soudainement attentif. Un petit enfant arrivait. Allemand ou non, c'était son sang. La grossesse fut difficile. Les nausées matinales durèrent des mois. La chaleur d'Oklahoma était brutale. Mais Margaret endura. Elle construisait une vie, construisait une famille. William travaillait à la ferme de l'Aube au crépuscule. Récolte de blé, saison de plantation, réparation. Son père lui enseignait l'entreprise, transmettant lentement les responsabilités. Le soir, épuisé, il s'asseyait avec Margaret sur le porche, sa main sur son ventre qui grossissait, parlant de l'avenir. « Comment devrions-nous l'appeler » demanda-t-il. « Comment sais-tu que c'est un garçon » dit-elle. Juste un pressentiment. Ils débattirent des noms pendant des semaines. Noms américains, noms allemands, compromis. Finalement, ils se mirent d'accord sur James d'après le père de William et Friedrich comme deuxième prénom d'après le père de Margaret. Un pont entre deux mondes. James Friedrich Barker naquit en février 1947 pendant une tempête de glace. Les routes étaient impraticables. Le médecin ne pouvait pas attendre la ferme. Sarah accoucha le bébé avec Margaret criant en allemand et Sarah donnant calmement des instructions en anglais. William faisait les 100 pas dans la cuisine, terrifié, jusqu'à ce qu'il entende le bébé pleurer. Quand il entra finalement dans la chambre, Sarah lui tendit son fils. Petite, rouge, parfait. William regarda Margaret, épuisée et rayonnante, et sentit quelque chose se mettre en place. C'était sa famille. C'était pour cela que la guerre avait été menée. James Barker, le père de William, tint son petit-fils et pleura. C'était la première fois que William voyait son père pleurer. Tout son scepticisme, toute sa réserve fondirent. C'était son petit enfant. Rien d'autre n'importait. Les années se déroulèrent comme du blé poussant lentement, régulièrement, avec des saisons qui apportèrent à la fois récolte et épreuve. Margaret devint courante en anglais. Son accent s'estompa en un doux chant que les gens trouvaient charmant plutôt qu'étranger. Elle apprit à naviguer dans la société de petites villes d'Oklahoma, rejoignit le groupe de femmes de l'église, fit du bénévolat à l'école
fit des tartes pour les collectes de fonds communautaires. Les gens l'acceptèrent lentement, pas tous. Certains restèrent froids. Mais assez de voisins devinrent amis, qu'elle construisit une vie au-delà de la ferme. Elle n'était plus la mariée de guerre allemande. Elle était Madame Barker, la femme de William, la mère de James. 3 autres enfants suivirent. Elizabeth en 1949, Thomas en 1952, Sarah en 1955. La ferme se remplit de bruit et de vie. Margaret enseigna l'allemand à ses enfants, mais ils parlaient anglais. Ils étaient complètement américains. Elle s'en assura. William agrandit la ferme, acheta des terres adjacentes, investit dans du nouvel équipement. L'économie d'après-guerre prospéra. Les prix du blé étaient bons, la ferme prospéra. Ils ajoutèrent la plomberie intérieure, achetèrent une télévision, obtinrent un téléphone. Le XXe siècle arriva par versement. Mais Margaret n'oublia jamais. Les soirs tranquilles, après que les enfants étaient couchés, elle s'asseyait sur le porche et pensait à Torgo, à la place où elle s'était agenouillée dans les décombres, à ses parents, à son frère qui mourut à Stalingrad, à la fille qu'elle avait été, affamée et seule, et à l'homme qui lui avait donné du chocolat. William la trouvait parfois là, Fleming, perdu dans ses souvenirs. « Ça va ?» demandait-il. « Je me souviens », disait-elle. « De bons souvenirs ou de mauvais ?» Les deux. En 1955, 10 ans après la fin de la guerre, ils reçurent une lettre d'Allemagne. De Herr Schmidt, l'interprète qui avait été témoin de leur mariage, Torgau avait été reconstruite. La boulangerie avait été déblayée. De nouveaux bâtiments se dressaient là où les ruines avaient été. Il joignit des photographies. Margaret regarda les images longtemps. La ville ne ressemblait en rien à ce dont elle se souvenait. Tout avait changé. Tous ceux qu'elle avait connus étaient morts ou dispersés. Le passé était vraiment parti. Ce soir-là, elle sortit les photographies. Elle ne les brûla pas. Au lieu de cela, elle les plaça dans la boîte en fer blanc où elle gardait les lettres de William de 1945. Celle qui l'avait soutenue à travers l'épreuve, celle qui lui avait promis un avenir. William la trouva tenant la boîte. « Tu n'en parles pas beaucoup, dit-il. »« La guerre ? Ce qui t'est arrivé ? Qu'y a-t-il à dire ?» demanda-t-elle. « C'est arrivé. C'est fini. Mais ce n'est pas fini pour toi. Pas vraiment. » Elle resta silencieuse longtemps. « Non, dit-elle finalement. Ce ne sera jamais fini. Mais j'ai appris à le porter. » Elle raconta à ses enfants des versions éditées. Quand James demanda pourquoi elle avait un drôle d'accent, elle dit qu'elle venait d'Allemagne. Quand Elizabeth demanda si elle avait été dans la guerre, elle dit oui, mais pas comme les soldats. Quand Thomas demanda si elle avait eu peur, elle dit oui, toujours. Mais elle ne leur raconta jamais l'histoire complète, ne décrivit jamais la fin, l'effondrement. La sensation de s'agenouiller dans les décombres à chercher du grain, le moment où un soldat américain lui avait offert du chocolat et sans savoir lui avait offert la survie. Certaines histoires étaient trop lourdes à transmettre. 1985, 40 ans après la fin de la guerre. Margaret avait 63 ans. William avait 71 ans. Leurs enfants étaient adultes. Les petits-enfants couraient dans la ferme. La ferme était passée à James, qui la dirigeait avec la même compétence stable que son père. La santé de William déclinait. Problème cardiaque. Le médecin dit qu'il avait peut-être 5 ans, peut-être moins. Il était fatigué. Le genre de fatigue qui vient d'avoir vécu une vie pleine et difficile. Un soir au printemps, assis sur le même porche où ils avaient passé d'innombrables soirées, William dit « Nous devrions retourner ». Margaret la regarda. « Retourner où ?»« En Allemagne, à Torgau. Tu devrais le revoir. » Elle resta silencieuse. Pendant 40 ans, elle n'y était pas retournée, n'y avait même pas pensé. L'Allemagne était le passé, l'Oklahoma était le foyer. Mais le visage de William était sérieux. Il lui offrait quelque chose. Une clôture peut-être. Ou la confirmation que partir avait été juste. Ils prirent l'avion pour Berlin en juin, puis prirent un train vers ce qui était maintenant l'Allemagne de l'Est. La guerre froide avait divisé le pays. Torgau était derrière le rideau de fer. Y arriver nécessita des papiers, une approbation, des escortes. Mais ils y parvinrent. La ville était méconnaissable. Tout avait été reconstruit dans le style austère et efficace de l'architecture soviétique. La boulangerie avait complètement disparu. À sa place, se dressait un immeuble en béton. La place avait été pavée. L'église où ils s'étaient mariés avait été convertie en centre culturel. Margaret traversa la ville avec William à ses côtés. Elle ne ressentait rien. Ni chagrin, ni nostalgie, juste une reconnaissance lointaine que cet endroit avait autrefois compté. Ils trouvèrent l'endroit où se trouvait la boulangerie. Elle resta là longtemps. William lui tenait la main. Aucun ne parlait. Une vieille femme s'approcha d'eux. Elle les observait depuis l'autre côté de la rue. Elle dit quelque chose en allemand. Margaret répondit. Elles parlèrent pendant plusieurs minutes. Le visage de la femme changea. Reconnaissance. Stupéfaction. Vous êtes Margaret Fisher, dit la femme. L'institutrice. J'étais votre élève. Je suis Greta. Greta Hoffmann. Margaret se souvint. Une petite fille avec des tresses qui avait eu du mal avec la lecture. Maintenant une vieille femme aux cheveux gris et aux yeux fatigués. Que vous est-il arrivé ? Demanda Greta. Je suis partie en Amérique, dit Margaret simplement. J'ai épousé un soldat américain. J'ai 4 enfants. Je suis grand-mère maintenant. Greta la fixa. Vous avez survécu ? Oui.
J'ai survécu. Elles parlèrent pendant 1 heure. Greta lui parla de la ville, de qui était mort, qui était resté, qui était parti, de l'occupation soviétique, de la reconstruction, des décennies de difficultés et de lente récupération. Quand elles se dirent au revoir, Greta la serra dans ses bras. « Vous avez eu raison de partir », murmura-t-elle. « Il ne restait rien ici pour personne. » Ce soir-là, dans une chambre d'hôtel à Berlin-Est, Margaret était assise près de la fenêtre regardant la ville divisée. William dormait derrière elle. Elle pensa aux 40 dernières années, à la fille qu'elle avait été, à la femme qu'elle était devenue. Elle pensa à la faim et au chocolat, aux décombres et aux champs de blé, à la mort et aux enfants et à la survie. William l'avait sauvée, c'était vrai. Mais elle s'était aussi sauvée elle-même en étant prête à faire confiance, en étant prête à recommencer, en étant prête à devenir quelqu'un de nouveau. « Tu es à moi maintenant », avait-il dit il y a 40 ans. Et elle l'était, mais pas de la manière que les mots pourraient suggérer. Ils s'appartenaient l'un à l'autre. 2 personnes qui s'étaient trouvées dans un monde brisé et avaient construit quelque chose de beau. William Barker mourut en 1989, à l'âge de 75 ans. Insuffisance cardiaque, rapide et relativement indolore. Margaret était avec lui à la fin. Leurs enfants entouraient le lit. Il mourut dans la ferme où il était aimé, regardant les champs de blé sous un ciel d'Oklahoma. Margaret vécut encore 16 ans. Elle mourut en 2005, à l'âge de 83 ans, dans la même maison de ferme. Ses enfants et petits-enfants étaient là. Elle mourut au printemps, quand le blé commençait juste à verdir. Son nécrologie dans le journal local fut brève. Margaret Barker, épouse bien aimée, mère, grand-mère, survécut par 4 enfants, 12 petits-enfants, 3 arrière-petits-enfants, précédée dans la mort par son mari William Barker, service à la première église baptiste, dont à la banque alimentaire locale, au lieu de fleurs. Elle ne mentionnait pas qu'elle était allemande. Elle ne mentionnait pas la guerre. Elle ne mentionnait pas qu'elle avait autrefois été affamée dans les décombres d'une ville détruite. Qu'un soldat américain lui avait donné du chocolat. Que 3 mots, « Tu es à moi maintenant », avaient tout changé. Mais ses enfants le savaient. Ses petits-enfants le savaient. Et ils racontèrent l'histoire à ses funérailles. Pas toute l'histoire, pas les parties les plus sombres, mais la vérité essentielle. Elle avait été perdue. Ils l'avaient trouvée. Ensemble, ils avaient construit une vie. C'était une petite histoire dans la vaste histoire de la guerre. Des millions moururent, des millions souffrirent, des millions furent déplacés. Mais au milieu de toute cette destruction, 2 personnes se trouvèrent et choisirent la compassion plutôt que la cruauté. Ce choix résonna à travers les décennies, à travers les enfants et les petits-enfants, à travers les récoltes de blé et les orages d'Oklahoma, à travers une vie ordinaire rendue extraordinaire par les circonstances de son commencement. La boulangerie à Torgo a disparu. La place où se tenait Margaret est pavée. La maison de ferme en Oklahoma tient toujours debout, occupée maintenant par des arrière-petits-enfants qui n'ont jamais connu la guerre. Mais l'histoire reste un témoignage de l'idée que même dans les moments les plus sombres de l'humanité, des actes individuels de bonté peuvent tout changer. William vit une femme affamée et lui donna de la nourriture. Margaret accepta l'aide d'un ancien ennemi. C'était le début. Tout le reste suivit. « Tu es à moi maintenant », dit-il. Et il avait raison. Elle était à lui, et il était à elle. Et ensemble, ils construisirent quelque chose qui mérite d'être rappelé.